prince Ahmed s'approcha de la porte et la poussa. Elle s'ouvrait sur un passage en pente douce qu'il descendit, sa flèche à la main. Il pensait se retrouver dans les ténèbres, mais une autre lumière, d'une nature différente, remplaça celle du jour qu'il venait de quitter. Il arriva dans un très vaste espace où se dressait un palais magnifique. Au moment où il parvenait devant ce palais, une dame d'une beauté éblouissante en sortit, avec plusieurs autres qui l'accompagnaient. Dès qu'il l'aperçut, Ahmed pressa le pas pour aller la saluer. « Prince Ahmed, dit la dame alors qu'il s'inclinait devant elle, soyez le bienvenu. »« Madame, répondit-il, merci de votre accueil. Je craignais d'avoir commis une indiscrétion en pénétrant chez vous, mais permettez-moi une question. Comment se fait-il que vous me connaissiez alors que j'ignorais jusqu'à l'existence de ce palais, pourtant si voisin de la ville où je vis ? Prince, suivez-moi dans mon salon, nous y serons plus à l'aise pour parler. » La dame le mena dans un salon magnifique, dont l'or et l'azur embellissaient le plafond voûté. Le luxe et la beauté des meubles et des tapis firent pousser au prince un cri d'admiration. La dame l'invita à s'asseoir sur un sofa. « Prince, lui dit-elle, pour répondre à votre question, apprenez d'abord que je suis la fille d'un génie puissant et distingué. Je m'appelle Pari-Banou. Sachant cela, vous cesserez d'être surpris que je vous connaisse, vous, le sultan votre père et vos frères, Hussein et Ali. Je n'ignore rien de votre amour pour la princesse Nournihar, ni du voyage que vous avez effectué, puisque c'est moi qui ai fait mettre en vente la pomme magique, le tuyau d'Ali et le tapis d'Hussein. La seule chose que je veux ajouter, c'est que vous m'avez paru digne d'un sort meilleur que d'épouser Nournihar. Pour vous permettre d'y accéder, j'ai maintenu en l'air la flèche que vous avez tirée jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'endroit où vous l'avez trouvée. Il ne tiendra qu'à vous de profiter de l'occasion qu'elle vous offre de connaître un plus grand bonheur. » En prononçant ces derniers mots, la fée Pari-Banou regarda le prince Ahmed d'un air tendre. Aussi n'eut-il pas de mal à comprendre de quel bonheur elle voulait parler. Il pensa en un instant que Nournihar ne pouvait plus être à lui et que la fée la surpassait en tout. Aussi, cédant au penchant qui l'entraînait déjà vers elle, il répondit « Si vous me permettiez d'être toute ma vie l'admirateur de votre beauté, je serais le plus heureux des hommes. »« Prince, répondit la fée, ce que je vous demande, c'est de m'épouser. Vous devez comprendre qu'une telle proposition, qui passerait pour effrontée chez les mortels, est habituelle chez les fées. M'acceptez-vous pour femme ?»« Oui, ma reine, répondit le prince, transporté de joie. Je vous donne mon cœur, sans aucune réserve. S'il en est ainsi, tu es mon époux et je suis ton épouse. Les mariages ne se contractent pas autrement chez nous. En attendant le festin, qui ce soir célébrera nos noces, on va te servir une collation car tu n'as rien pris de la journée, puis je te ferai voir le palais qui est désormais tien. » Quand Ahmed eut mangé et bu, la fée Pari-Banou lui fit visiter le palais qui dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer, de plus beau et de plus riche. Le soir venu, un grand banquet fut servi, auquel prirent part un grand nombre de fées et de génies. Quand tous eurent bien mangé et bu, un orchestre se fit entendre, et les convives dansèrent jusque tard dans la nuit. Ces festivités durèrent plusieurs jours et dépassèrent en agrément tout ce qu'un mortel aurait pu connaître en plus de 1000 ans de vie. 6 mois s'écoulèrent. L'amour du prince Ahmed pour la charmante Pari-Banou ne fit que croître, à mesure que le temps passait. Il eut néanmoins envie d'avoir des nouvelles du sultan son père, qu'il avait toujours honoré et aimé. Aussi demanda-t-il à la fée la permission de s'absenter. Cette dernière, craignant qu'il ne s'agisse d'un prétexte pour la quitter, s'inquiéta. « En quoi t'ai-je offensé pour que tu veuilles déjà partir ?» lui dit-elle. « Ne m'as-tu pas juré d'être à mes côtés toute ta vie ? Je voulais seulement aller rassurer mon père que ma disparition a dû beaucoup inquiéter et qui certainement me croit mort. Mais si cette idée te déplaît, n'en parlons plus. » Effectivement, le sultan avait été très affecté par la disparition d'Ahmed. Il l'avait fait chercher dans toutes ses provinces et dans les États voisins, mais sans résultat. Avec le temps, son inquiétude n'avait fait qu'augmenter. Un jour qu'il parlait de son fils avec son grand vizir, il lui confia qu'il supportait mal de rester sans nouvelles de lui. Le grand vizir se souvint alors d'une magicienne, dont on lui avait dit des merveilles. Il proposa de la faire venir et de la consulter. Le sultan accepta.
Quand elle parut, il lui dit « Tu sais combien la disparition d'Ahmed m'afflige. Vois si tu ne pourrais pas découvrir ce qu'il est devenu grâce à ton art. » La magicienne promit de faire ce qu'elle pourrait. Le lendemain, elle revint au palais et dit au sultan « Sire, malgré toute mon habileté, je n'ai pu découvrir qu'une chose. Le prince Ahmed est vivant, mais je suis incapable de vous dire où il se trouve actuellement. » Le sultan dut se contenter de cette réponse, qui le laissa à peu près dans la même inquiétude qu'auparavant. De son côté, Ahmed ne manqua pas de parler du sultan à Pari-Banu chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il parvint ainsi à lui faire comprendre qu'il avait beaucoup d'affection pour son père. Jugeant qu'il était sincère, la fée cessa de douter de sa fidélité, et comme elle ne voulait pas empêcher un fils de remplir les devoirs dus à un père, elle finit par lui dire « Ahmed, la permission que tu m'as demandée un jour m'a fait craindre que tu ne veuilles me quitter. C'est pour cette raison que je m'y suis opposée. Je sais à présent que je peux me fier à ta loyauté aussi, je te l'accorde bien volontiers. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas être absent longtemps. »« Ma reine, répondit-il, mon seul désir est d'être auprès de toi. Je vais partir, et la promptitude que je mettrai à revenir te prouvera que je dis vrai. » Pari-Banu fut ravie de cette réponse. Elle dit cependant « Permets-moi de te donner ce conseil. Ne parle pas de notre mariage au sultan. Contente-toi de lui dire que tu es heureux, sans mentionner ma qualité, ni l'endroit où nous vivons. » Le lendemain, elle fit harnacher pour lui un cheval comme il n'y en avait pas de semblable dans les écuries du sultan et lui donna une escorte de 20 cavaliers somptueusement équipés. Puis, après l'avoir embrassé, elle le laissa s'en aller. Le prince ne fut pas long à rejoindre la capitale de son père. Dès qu'il y entra, le peuple le reçut avec des acclamations de joie et l'accompagna en cortège jusqu'au palais royal. Le sultan le reçut avec empressement, tout en lui reprochant de l'avoir laissé sans nouvelles aussi longtemps. « Sire, répondit Ahmed, vous devez comprendre qu'il m'était impossible d'assister au bonheur du prince Ali. Voilà ce qui explique mon départ. Pour ce qui concerne mon absence, elle est due à un très grand bonheur qui m'est arrivé. Je ne peux rien vous dire d'autre, mais je suis certain que vous m'aimez assez pour vous en réjouir, sans chercher à en savoir plus long. »« Je ne poserai pas de questions, dit le sultan. Apprends-moi juste où je pourrais te trouver si, par hasard, j'ai besoin de toi. »« Cela aussi fait partie du secret, mais je vous assure que je viendrai vous visiter si souvent que vous n'aurez même pas la peine de me faire chercher quand vous voudrez me voir. » Le prince ne resta que 3 jours chez son père. Au matin du 4e, sans prendre congé de personne, il se mit en route pour rentrer. Pari-Banu fut d'autant plus contente de le revoir qu'elle ne l'attendait pas aussitôt. Un mois plus tard, comme il n'avait pas manqué de rapporter à la fée la promesse qu'il avait faite à son père, elle lui dit d'un ton enjoué « Ahmed, n'as-tu pas oublié ce que tu as promis à ton père ?»« Ma reine, répondit-il, c'est le bonheur d'être avec toi qui m'a fait ne plus y penser. Tu partiras demain pour quelques jours, et dorénavant, en sorte de tenir parole, tu feras de même chaque mois. » Le prince fit comme elle avait dit. Il fut reçu par le sultan avec la même joie que la première fois. Il continua plusieurs mois à lui rendre visite avec à chaque fois une escorte plus richement équipée. À la fin, certains favoris se mirent à semer le doute dans l'esprit du sultan. Ils lui dirent qu'il était étrange que le prince Ahmed refuse de dire où il habitait, qu'il était visiblement très riche sans qu'on sache d'où venait son argent, qu'il lui avait peut-être gardé de la rancune pour avoir donné Nourounihar à Ali. Enfin, ils insinuèrent qu'Ahmed pourrait bien vouloir soulever le peuple et détrôner son père. Le sultan, s'il refusa de les croire, demeura préoccupé. Quand son fils vint de nouveau lui rendre visite, il convoqua la magicienne à laquelle il avait déjà eu recours. « Tu sais que mon fils est ici, lui dit-il. Quand il repartira, je veux que tu le suives et que tu découvres où il se rend. » La magicienne fit ce qu'il avait ordonné. Le matin où le prince se mit en route pour rentrer, elle le suivit à distance et le vit pénétrer par la porte de fer qui s'ouvrait dans la falaise. Elle n'osa pas le suivre, mais imagina un plan pour percer son secret. Comme les visites du prince se faisaient à intervalles réguliers, le mois suivant, elle se rendit près de la porte. Là, elle s'allongea la tête contre le rocher et ne bougea plus. Peu après, le prince sortit. Quand il vit cette femme inanimée, il en eut pitié. Il s'approcha et lui demanda ce qu'elle avait.
La magicienne répondit seulement par des gémissements qui firent croire au prince qu'elle était gravement malade. Aussitôt il envoya un homme de son escorte chercher Paribanou. « Ma chère princesse, lui dit-il, dès qu'elle fut arrivée, je te prie d'avoir pitié de cette malheureuse. » La fée examina attentivement la magicienne, puis dit « Je te félicite de ton bon cœur, mais je ne suis pas sûre que tes intentions charitables seront bien récompensées. N'importe, je serai là pour t'aider si les choses viennent à tourner mal. » Elle fit signe à 2 de ses suivantes d'emporter la vieille femme à l'intérieur, puis elle rentra et le prince s'en alla. En peu de temps, il fut chez le sultan qui le reçut sans rien laisser paraître des soupçons que les courtisans avaient éveillés en lui. De leur côté, les 2 suivantes portèrent la magicienne dans le château et lui firent prendre une potion dont elle n'avait nul besoin, mais qu'elle se garda de refuser. Au bout d'un moment, elle ouvrit les yeux et, feignant d'avoir été guérie par la potion, elle se mit à remercier ses bienfaitrices. « Je vous prie, leur dit-elle, de me conduire à votre aimable maîtresse afin que je puisse lui témoigner ma reconnaissance. » Les 2 suivantes la menèrent dans une salle où la fée était assise sur un trône d'une somptuosité inégalable. Quand elle le vit, ainsi que tous les trésors que renfermait cet endroit, la magicienne en eut le souffle coupé. « Brave femme, dit Paribanou, je suis heureuse de voir que tu es en état de reprendre ta route, mais avant de partir, prends la peine de visiter mon palais. Mes suivantes te conduiront. » La magicienne se laissa mener à travers tout le palais. Ce qu'elle vit lui fit penser qu'il n'existait rien au monde de plus beau. La visite terminée, elle prit congé et s'empressa de retourner dans la capitale du sultan. Elle alla droit au palais royal où elle se fit introduire par une porte dérobée. « Sire, dit-elle quand elle fut devant le sultan, je viens rendre compte de la mission que vous m'avez confiée. Vous jugerez en m'entendant si je m'en suis convenablement acquittée. » Elle raconta avec force détails comment elle avait franchi la porte de fer et décrivit tout ce qu'elle avait vu ensuite. « J'ignore, sire, dit-elle en conclusion, ce que vous penserez des incroyables richesses de cette fée. Peut-être vous réjouirez-vous de la bonne fortune d'Ahmed? Pour ma part, j'en jugerai différemment. Certes, votre fils est d'un bon naturel, mais cette fée, qui a tant d'emprise sur lui, ne va-t-elle pas le convaincre de vous dépouiller de la couronne? » Le sultan savait qu'Ahmed était un bon fils, mais les paroles de la magicienne le troublèrent, car il craignait que la fée puisse le changer. Il consulta ses courtisans. Comme ils étaient tous jaloux de la chance d'Ahmed et de son bonheur, ils lui conseillèrent de le jeter en prison pour le reste de ses jours. La magicienne prit la parole. « Vous croyez peut-être qu'il serait facile de s'emparer du prince Ahmed, dit-elle, mais les cavaliers de son escorte sont des génies. Ils ne manqueraient pas d'informer la fée, qui ne laisserait pas l'offense sans vengeance. Je propose plutôt que votre majesté demande au prince Ahmed de lui procurer des choses impossibles à obtenir. S'il échoue, il aura tellement honte qu'il n'osera plus reparaître, et ainsi la couronne de votre majesté ne sera plus en danger. » Le sultan trouva la proposition excellente. Il convoqua aussitôt son fils. Sur les conseils de la magicienne, il lui dit « Mon fils, vous savez quel souci c'est de me mettre en campagne avec mon armée. Aussi je vous prie de demander pour moi à la fée, votre épouse, une tente assez petite pour tenir dans la main, mais qui, montée, puisse abriter toute l'armée. » Le prince Ahmed fut très étonné de voir que son père avait percé le secret de son mariage. De plus, s'il n'ignorait pas que le pouvoir des fées est grand, il ne savait pas si une telle tente pouvait exister. Aussi, il fut bien embarrassé pour répondre. « Sire, dit-il néanmoins, je demanderai ce que vous voulez qu'on vous donne, mais je ne vous promets pas d'obtenir. Si vous voyez que mes visites cessent, c'est que je ne l'aurai pas obtenu. Je vous prie par avance de me pardonner. » Le prince Ahmed quitta la cour aussitôt. Quand elle le vit revenir, la fée remarqua qu'il n'était pas aussi joyeux que d'habitude. Elle lui demanda ce qu'il avait. En peu de mots, le prince lui dit que le sultan avait percé leur secret et l'informa de la demande qu'il lui avait faite. « C'est l'œuvre de cette femme dont tu as eu pitié et qui était malade comme moi. Mais ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien de mal. Quant à ce que le sultan t'a demandé, c'est une bagatelle. » Aussitôt, elle fit appeler sa trésorière et la pria d'apporter la plus grande tente qu'elle trouverait dans ses réserves. Peu après, cette dernière revint avec un objet qui tenait dans sa main fermée. En le voyant si petit, Ahmed crut que Paribanou se moquait et prit un air déçu qui la fit éclater de rire. « Regarde, lui dit-elle, et tu verras si je me moque de toi. » La trésorière déploya la tente.
Elle était assez grande pour abriter 2 armées comme celle du sultan. Cette tente, dit Pari-Banu, a la particularité de s'adapter instantanément à la taille de ce qu'elle doit abriter. Prends-la et porte-la à ton père. Tu verras bien comment il te reçoit. Le lendemain, le prince Ahmed se présenta au palais royal. Quand le sultan vit que son exigence était satisfaite au-delà de ce qu'il avait demandé, il fit semblant d'être très content, mais en son fort intérieur, ses craintes augmentèrent, car il avait la preuve que le pouvoir de la fée était bien plus grand qu'il ne l'avait cru. Aussi, après avoir consulté de nouveau la magicienne, il fit à Ahmed cette nouvelle demande. « Mon fils, j'ai entendu dire qu'il existe une eau prodigieuse qui peut guérir toutes les maladies. C'est l'eau de la fontaine des lions. Comme je sais que ma santé est très chère, tu en demanderas volontiers un vase à la fée ton épouse, afin que je puisse m'en servir si jamais j'en ai besoin. » Le prince Ahmed, qui avait cru qu'il se contenterait de l'attente, fut désolé de l'entendre. Il regagna le palais de la fée avec une mine plus consternée encore que la veille. Pari-Banu, quand elle le vit, lui demanda la raison de sa tristesse. « C'est qu'à présent, répondit-il, mon père veut un vase plein d'eau de la fontaine des lions. »« Il y a de la méchanceté à demander cela, répondit Pari-Banu, car puiser de cette eau est une entreprise très dangereuse. La fontaine, en effet, est située dans la cour d'un château dont l'entrée est gardée en permanence par 4 lions, 2 qui veillent pendant que les 2 autres dorment. Je vais néanmoins t'expliquer comment t'y prendre. Tu partiras monter sur un cheval, en emmenant par la bride un 2e, que tu auras chargé de 4 quartiers de moutons. Dès que tu auras franchi la porte de fer, tu lanceras devant toi ce peloton de fil qui se dévidera. En suivant le fil, tu arriveras devant le château. Les lions qui dorment seront réveillés par les rugissements des 2 autres. Sans mettre pied à terre, lance-leur les quartiers de moutons. Éperonne alors ton cheval, rends-toi promptement à la fontaine et remplis le vase. Les lions qui seront occupés à manger te laisseront entrer et sortir sans te faire de mal. » Le lendemain, le prince fit exactement ce que la fée lui avait indiqué. Il arriva à l'entrée du château, distribua les quartiers de moutons aux 4 lions. Puis, après être passé entre eux, il remplit le vase et sortit du château de la même façon, sain et sauf. Il s'empressa ensuite de gagner le palais royal, se présenta devant le trône et posa le vase aux pieds de son père. « Sire, lui dit-il, voici l'eau que vous m'avez demandée. Je souhaite seulement que vous n'ayez jamais à en faire usage. » Le sultan feignit d'être très content, mais sa jalousie envers son fils se trouva considérablement augmentée. Il se retira dans ses appartements pour consulter la magicienne, puis revint dans la salle du trône et dit à son fils « Je n'ai plus qu'une prière à te faire. Quand tu auras rempli cette dernière exigence, je n'aurai plus rien à te demander. Amène-moi un homme qui n'ait pas plus d'1,5 pied de haut, et dont la barbe mesure 30 pieds de long. Je veux aussi qu'il porte sur l'épaule une barre de fer de 500 livres, dont il puisse se servir comme d'un bâton, et qu'il sache parler. » Le prince Ahmed, qui ne croyait pas qu'un tel homme pût exister, rentra chez la fée avec un air plus lugubre encore que les fois précédentes. Quand il lui eut exposé la dernière demande de son père, la fée éclata de rire. « Mon ami, cette demande est la plus facile à satisfaire de toutes. L'homme que tu as décrit n'est autre que mon frère, Shaïbar. Quoique nous soyons nés d'un même père, nous ne nous ressemblons pas du tout. Du reste, tu pourras en juger car je vais le faire venir. Mais avant, il faut que je te prévienne, il est capable de colère terrible si l'on se formalise de son aspect. Aussi, je t'en conjure, ne laisse paraître aucune surprise, ni aucune frayeur en le voyant, même si son aspect te semble épouvantable. À part cela, il est d'un naturel aimable et ne refuse jamais de rendre service. » Ayant dit cela, Pari-Banu jeta une poudre sur un brasero et peu après, Shaïbar parut. La fée avait eu raison de mettre son époux en garde. Outre qu'il était exactement tel que l'avait décrit le sultan en faisant sa demande, Shaïbar faisait en effet peur à voir avec ses petits yeux enfoncés dans la tête, sa moustache retroussée et la bosse qu'il avait par devant et par derrière. Mais Ahmed, sachant qu'il était son beau-frère, l'accueillit aimablement et lui fit bonne figure. Après s'être informée de sa santé et du succès de ses affaires, la fée expliqua à son frère pourquoi elle l'avait fait venir. Shaïbar accepta très volontiers d'accompagner le prince au palais royal, et dès le lendemain matin,
Ils se mirent en route. Leur entrée en ville ne passa pas inaperçue. Quand ils virent le petit homme avec sa barre de fer sur l'épaule et sa barbe de 30 pieds, les gens coururent se cacher, les uns dans leur boutique, les autres dans leur maison, tant il était terrible à regarder. De même, les gardes quittèrent leur poste dès qu'ils l'aperçurent, si bien que le prince et le génie pénétrèrent dans la salle du trône sans qu'on leur pose de questions. Le roi tenait audience avec les courtisans qui lui avaient donné de si mauvais conseils. Shahibar s'avança fièrement vers le trône, et sans qu'on lui ait posé de questions, apostropha le sultan en ces termes. « Tu as demandé à me voir, me voici, que me veux-tu » Le sultan, au lieu de répondre, mit les mains devant les yeux pour ne pas voir un être aussi effroyable. Indigné par cet accueil offensant, alors qu'on lui avait demandé de venir, Shahibar leva sa barre de fer. En lui disant « Parle donc !» Il assomma le roi avant que le prince Ahmed eût le temps de demander sa grâce, puis se tournant vers les courtisans. « Ce sont donc ceux-ci qui lui ont donné de mauvais conseils, dit Shahibar. En prononçant ces mots, il frappa les ennemis du prince Ahmed. Autant de coups, autant de morts. Cette terrible exécution achevée, Shahibar demanda « Il y a ici une magicienne qui est une grande ennemie de mon beau-frère, je veux qu'on me l'amène. » Le grand vizir, que Shahibar avait épargné parce qu'il avait toujours soutenu le prince, l'envoya chercher. Quand on lui a mené, « Tiens, pour t'apprendre à être de mauvais conseils et à faire la malade, dit Shahibar en lui donnant un coup effroyable. La magicienne tomba morte sur place. Ce n'est pas encore assez, ajouta Shahibar. Je vais assommer toute la ville si elle ne reconnaît pas immédiatement mon beau-frère Ahmed comme sultan des Indes. Aussitôt, tous ceux qui étaient présents s'écrièrent « Vive le sultan Ahmed !» En peu de temps, la ville entière se mit à retentir de cette proclamation. Alors, Shahibar installa Ahmed sur le trône et fit prêter à ses sujets le serment de fidélité qui lui était dû. Il alla ensuite chercher sa sœur Pari-Banu et l'intronisa sultane des Indes. Comme le prince Ali et la princesse Nouronnihar n'avaient pas pris part à la conspiration contre lui, Ahmed leur donna une province à gouverner et ils allèrent vivre dans sa capitale. Il proposa aussi au prince Hussein, son frère, une province de son choix. Mais ce sage était si heureux dans sa solitude qu'il déclina l'offre et demanda seulement de pouvoir continuer de vivre en paix dans son ermitage.